Demain matin? Oui, mais je suis pas sûr que c'est pour étonner. Oui, c'est ça. Elle est au portable, ou pas au téléphone. Il y a ça et ça et ça. Ok, c'est bon, moi Monsieur le Président Colère. Ah, vous voulez que ce soit juste monsieur Monsieur Papadachi. Très bien. Et ben, on fera comme ça. Merci, monsieur. Harry Parole. Charlie Hebdo. Mais on est très humoriste. Nous sommes là pour ça. Jean-François Collin, donc, va vous parler. Président de l'ADIMAT. À toi, Jean-François. Chers camarades, chers amis, vous m'entendez là, ça va? Oui. Je vous remercie du fond du cœur de vous être déplacés en grand nombre devant cette stèle si symbolique de notre juste combat. Ce lieu est désormais dédié à la mémoire du combat de l'Algérie française, le lieu de recueillement de tous les patriotes, de tous les résistants à l'abandon d'une partie du territoire national. Les patriotes et les Français d'Algérie qui n'ont plus leur monument, ni leur cimetière, laissés à l'abandon, et dans quel état, en terre désormais étrangère, sont fiers de pouvoir se recueillir dans ce lieu public. Cette stèle rappellera toujours l'une des tragédies les plus grandes de l'histoire de notre patrie. La livraison de 15 départements français, sans condition, à des tueurs sanguinaires, sans légitimité autre que le sang de leurs victimes françaises. L'abandon de millions de compatriotes, de toute confession, sous le regard des forces gouvernementales, l'arme à la bretelle. La déportation de plus d'1 million de Français qui ne pouvaient choisir qu'entre la valise et le cercueil. Le martyre des résistants et patriotes dont nous rappelons qu'ils furent victimes de tribunaux d'exception, qu'ils furent emprisonnés durant 7 ans, qu'ils furent torturés par les polices parallèles gaullistes, qu'ils furent fusillés en criant « Algérie française », alors que leur bourreau mourut en disant « Yvonne, j'ai mal au dos ». Ce monument commémore ainsi le supplice des massacrés d'El Alia dans le Constantinois par les terroristes FLN, des héros des barricades tués par les forces d'abandon, des innocentes victimes de la rue d'Isly à Alger abattues dans le dos par les troupes gouvernementales, des milliers d'Oranais enlevés par les tueurs FLN et jamais retrouvés, sous l'œil distrait et nonchalant de l'armée du gouvernement de Paris, l'arme au pied. L'abandon et le massacre des Harkis, 150 000. Les 11 000 arrêtés, les 3 600 condamnés, les 123 patriotes tombés les armes à la main, les 4 fusillés. Les patriotes vilipendés, les traîtres honorés, les porteurs de valises décorés publiquement, des rues baptisées du nom d'assassins de Français. L'armée algérienne peut être invitée à défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2012. Mais dans quel pays vivons-nous? Jusqu'où les gaulos socialos cocos qui dirigent depuis 50 ans notre nation pousseront-ils l'ignominie? Mais tant que nous serons là, nous maintiendrons haut et fort le flambeau de la France éternelle, de la France des croisades, de la France de Jeanne d'Arc, de la France de Roland de Roncevaux, de la France de Charles Martel, de la France des tranchées, de la plus grande France,
de la France des résistants à l'abandon. Nous allons maintenant appeler les 4 plus emblématiques parmi les 123 obscurs et sans grade de nos camarades qui donnèrent leur vie pour nous et que nous n'oublierons jamais. Après chacun de leurs noms, vous direz « présent ». Claude Piex. Présent. Sergent Albert Dovcar. Présent. Lieutenant-colonel Jean-Bastien Thierry. Présent. Lieutenant Roger de Gueldre. Présent. Nous allons faire 1 minute de silence avant de passer à la commémoration du 26 mars. « 26 mars 1962, dont la blessure ne peut cicatriser. Souvenons-nous, le 19 mars, 1 semaine avant la tuerie, De Gaulle-Charles avait signé un accord de cessez-le-feu avec ses amis les terroristes du FLN, qui résistaient vaillamment en Tunisie et au Maroc. Comme lui avait résisté derrière des micros à Londres. Entre amis, je devrais plutôt dire entre braves, lui qui les avait ainsi nommés. Révolté par cette ultime trahison, le 23 mars 1962, Babeloued tout entière s'était soulevée, comme Budapest contre les chars communistes quelques années plus tôt. Les forces de répression gaullistes s'étaient alors déchaînées, égalant la férocité de leurs alliés FLN. Les chars, l'aviation, les gardes mobiles avaient eu raison du désespoir de tout un peuple trahi et abandonné. Durant 3 longs jours, un blocus extrême rajouta encore à la cruauté et au sadisme exercé encore sur ce quartier. La solidarité des Algérois avec les assiégés, ce 26 mars 1962, les fit descendre dans la rue pour porter secours à leurs frères désespérés. Pacifiquement, sans armes autres que des drapeaux bleu, blanc, rouge, que des médicaments pour les blessés, que du lait pour les nourrissons, que des provisions pour les encercler, que la Marseillaise comme chant de fraternité. Et puis, rue d'Isly, c'est la tragédie. L'armée gaulliste, sans doute pas au courant de l'accord de cessez-le-feu signé par son chef, ouvrit le feu durant 12 minutes interminables sur la foule sans défense. Elle s'acharna sans pitié sur les hommes, les anciens combattants, les femmes, les adolescents, les enfants, les nourrissons. À ce moment-là, l'Algérie française fut blessée, comme le furent les 200 blessés, et mourut, comme moururent 80 patriotes de toute confession, sous les balles gaullistes. Le 27 mars, lendemain de la tragédie, le corps d'armée d'Alger envoie le message urgent, je dis bien urgent, suivant au 4e régiment de tirailleurs algériens qui a fait le massacre. Je vous lis le télégramme. Général CAA, corps d'armée d'Alger, demande, fournir, urgence, proposition, témoignage, satisfaction pour grader s'étant distingué journée 26 mars. Voici la photocopie de ce télégramme. Le lieutenant Houchen, qui commandait la section des meurtriers, fut ensuite décoré de la Légion dite d'honneur. Oui, souvenons-nous, souvenons-nous. Et pour terminer, les représentants de l'association des Oranais des Bouches-du-Rhône, solidaires avec leurs
compatriotes algérois vont lire le nom des victimes assassinées par les forces gaullistes le 26 mars 1962, rue d'Isly à Alger. Georges Bayard, Albert Blumenhofer, Henri Bernard, Octave Cabillaud, Jacqueline Cazaillou, Tayeb Youder, Jacques Gouraud, Charles Servaldini, Lucien Dupuis, Jeanne Haim, André Fag, Marcel Fabre, Jean Farran, Louis Fermi, René Ferrandis, André Fredge, Jacqueline Frasquet, Philippe Gauthier, André Galliero, Jean Girardi Diocéran, Fernand Gerbi, Pauline Hugues, Faustine Grégory, Abdallah Ladjet, Jacques Innocenti, René Lignon, Gilbert Lemandour, José Luisi, Émile Loretti, Gilbert Maille, Henri Lurati, Marc Maury, Jean Massona, Janine Mesquida, Guy Mazard, Raymond Monda, Georges Moiti, Jacques Moretti, Roger Mampo, Claude Bouygues, Françoise Pizella, Marcel Bouygues, Gaston Buig, Domingo Huyghe, Paul Buig, René Richard, Alain Razès, Henri Roche, Gaspard Chancis, Joaquin Santacreux, Adolphe Sorano, Michel Torres, Juan Vengut, Georges Van der Broek, Élile Zefati, René Hugues, Sainte-Marie-Christiane, 14 ans, Ameta Fag, 28 ans, Simone Cassenti, Georges Céleste, Ghislaine Gray, 10 ans, Pauline Grégoire, Serge Garcia, 15 ans, Émile Paul Zerfati, Rachel Josserand Raymond Ronda. et 29 autres victimes non identifiées.
porté par M. Florentino et Jeannot Sanchez. De tournez là. S'il vous plaît. La gerbe de Jean-Pierre Casanova. La gerbe Amicale des enfants de Bonne. Le président seulement. de l'Amicale des enfants de Bonn. La gerbe du champ de manœuvre d'Alger. La dernière gerbe, qui la dépose? C'est la cérémonie d'hommage aux victimes du 26 mars est terminée. Maintenant, nous allons passer à une autre cérémonie très émouvante. Monsieur va nous remettre un drapeau qui était aux barricades d'Alger. Monsieur Jean-Baptiste Gasser, si vous voulez venir ici. Ce drapeau a été fabriqué. Vas-y. Dans le service de santé des barricades, qui avait été organisé par des étudiants en médecine et des médecins de l'hôpital de Mustapha. Et il a été fabriqué a posteriori, dans les derniers jours, ou le dernier jour des barricades. Le blanc est entaché d'un sang inconnu. Le bleu et le rouge rajoutés par la suite. Je tiens ce drapeau de mon frère qui était interne à l'hôpital de Mustapha, qui est décédé depuis, et qui avait assuré le rapatriement de tout le matériel chirurgical à l'hôpital de Mustapha. J'en garantis l'authenticité. Monsieur Gasser, toute notre gratitude va vers vous. Ce drapeau sera conservé pieusement avec d'autres que nous avons déjà. Et je lance un appel, si quelqu'un sait où est le véritable drapeau d'Hernandez, nous serons très heureux de le savoir parce que nous le recherchons. Ce drapeau sera remis à un fonds indépendant, je souligne indépendant, de toute suggestion gouvernementale avec toutes les archives que nous possédons. Voilà. Merci encore à Jean-Baptiste Gasser de nous avoir fait ce don. Deuxième don qui va être fait à la DIMAD, don précieux, émouvant entre tous. Monsieur Navarro va vous parler et vous dire de quoi il s'agit. Nous le remercions pour ce cadeau précieux qu'il fait à l'association. Monsieur le Président de la DIMAD, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Messieurs les porte-drapeaux, chers amis, chers compatriotes, un écrivain français, Charles Péguy, disait
qui ne gueulera pas la vérité quand il sait la vérité se fait complice des menteurs et des faussaires. Alors merci, Monsieur le Président, de bien vouloir me donner la parole. Il va de soi que j'assume personnellement la responsabilité de mes propos. Internaute pour la plupart d'entre vous, je ne m'étendrai pas à vous parler longuement du sergent Albert Dovkar, dit Bobby, légionnaire au 1er régiment d'étrangers parachutistes. Mais pour l'avoir approché, je retiendrai son don pour la musique, son plaisir de cuisiner, son caractère affectueux. Fréquentant mademoiselle Gomez du Sendé, il souhaitait se marier après les événements. Enfin, il avait une volonté extraordinaire. Sa devise qui répétait sans cesse « J'ai juré lorsqu'on m'a donné un fusil de défendre la France et son patrimoine. C'est une parole d'honneur que je ne trahirai jamais. » C'est lors d'un accrochage dans les Aurès entre Corneille et Batna, le 10 novembre 60, où il perdra 11 de ses camarades de combat, que lors des funérailles, le père Delarue, aumônier légendaire de la Légion étrangère, prononcera 11 cadavres inutiles, 11 cadavres scandaleux. Vous êtes tombés à un moment où, si nous en croyons les discours, nous ne savons plus pourquoi nous mourrons. Nous ne savons plus ici pourquoi l'on meurt. Ces paroles du père Delarue auraient un écho immédiat. Il allait être banni d'Algérie et exclu des unités parachutistes. La situation au premier rep est confuse. Le 7 janvier 61, pour la première fois depuis le début des guerres d'Indochine et d'Algérie, les officiers parachutistes et légionnaires refusent de partir en opération. Ils se mettent en grève. Le lendemain, 8 janvier 61, a lieu le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Une autre vague de sanctions s'abat sur les révoltés. 30 avril 61, journée de Cameroun, le premier rep est dissous. Ce sera le début de la fin de ce régiment de seigneurs de la guerre, comme le dit si bien notre ami et compatriote José Castano. La suite, c'est l'amitié avec ses frères d'armes et tout particulièrement avec le lieutenant Roger de Gueldre. Il entre dans la clandestinité. À compter du 29 juin 61, il sera hébergé chez un ami à Bermandresse dans une maison à 3 niveaux. C'est là que de Gueldre lui rendra visite très régulièrement. Pour la petite histoire, le capitaine sergent logeait pas loin. Bobby Dovkar était blond, porteur d'une petite moustache. C'est au cours d'une teinture en noir de ses cheveux que sa chemise a été tachée. Cette chemise porte la marque Gilles, Alger 391, provenant de la chemiserie située au 1 rue des Tanneurs, à l'angle de la rue Rovigo, à Alger. Au cours de sa clandestinité, il a été obligé de vivre à Albiar, puis au centre d'Alger, boulevard Marcel Duclos, où il a été interpellé le 11 octobre 61. Conduit à la caserne des Tagarins, sous les ordres du sinistre colonel de Brosse, lui-même agissant sous la responsabilité des ministres, aux armées Pierre Mesmer, à l'intérieur Roger Frey, aux affaires algériennes Louis Jox, le tout sous la responsabilité du Premier ministre Michel Debré, lui-même sous couvert du général de brigade à titre temporaire, déserteur en temps de guerre de son poste de secrétaire d'État à la guerre. Le tout, auréolé par l'article 16, pris sans l'avis du Sénat, comme l'exige la Constitution de la Ve République. Il est donc impensable que ces autorités de malheur n'aient pas eu connaissance de la sale besogne des barbouzes en Algérie. Dovkar subira la torture, complètement nu, suspendu à la mode vietnamienne, c'est-à-dire les pieds et les mains liés, les genoux sous le menton et les bras en serrant les jambes ainsi repliées en position de fœtus. Un bâton glissé sous les genoux, prenant par les avant-bras. Bâton qu'on laissait tenir entre deux tables où il pendait comme un poulet
à frire à la broche. Pressé de questions, suspendu ainsi, battu à coups de pied et de matraque, empalé avec un objet non défini, puis passage d'électrodes électriques sur tout le corps, organes génitaux, région du cœur. Il lui passait même la verge à l'électricité, introduisant dans le conduit urinaire un clou où était fixé l'électrode. Après 3 semaines d'interrogatoire au Tagarin, on le conduira à l'école de police du Sindé pour y subir de nouvelles tortures par d'autres tortionnaires. Je précise que l'école se trouve sous la direction et la responsabilité du commissaire central d'Alger. De là, il sera transféré à la Santé puis à Fresnes. En compagnie de Claude Piègue, ils comparaîtront devant le tribunal militaire spécial de Paris. Impliqués dans de nombreux coups et actions armées, ils seront condamnés à mort, passeront 66 jours de vie de condamnés à mort et seront fusillés le 7 juin 1962 à 4h10 au fort du Trou d'Enfer dans la forêt de Marly-le-Roi. Dofcar mourut fièrement la tête haute pour l'Autriche, pour la Légion. Il allait rejoindre l'homme qui l'avait le plus admiré pendant sa courte vie, le colonel Jean-Pierre. Daigne le Seigneur t'accorder le repos de ceux qui l'ont mérité, la lumière éternelle, sa paix. Je te remets la chemise ayant appartenu au sergent Albert Dofcar, assassiné par le pouvoir gaulliste à l'âge de 25 ans. Que cette relique devienne un objet de respect et un souvenir de celui qui a été un grand héros du combat pour garder l'Algérie de la France. Que Dieu le garde. Albert Dofcar, présent. André, nous te remercions de ce don qui sera la propriété de tous ici et que nous jurons de respecter toujours et qui sera toujours notre patrimoine. La cérémonie est maintenant terminée. Christian Venard, l'abbé Christian Venard, aumônier catholique, pardon, excusez-moi, catholique du 17e RGP, a prononcé l'homélie cuivante pour l'inhumation du caporal Abel Chenouf, assassiné à Montauban au cimetière de Manduel aujourd'hui. Abel, mon camarade parachutiste, mon frère, voilà une semaine jour pour jour et presque heure par heure que je tenais ta main encore chaude de la vie que tu venais. Je m'excuse. Je tenais ta main en priant. Nous respectons beaucoup le caporal-chef Chenot. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'objet. Et nous prions pour lui aussi, mais ce n'est pas le lieu. Je suis désolé. Très bien. La cérémonie est maintenant terminée. Ah bah tiens, allez, j'ai une maison de vacances. C'est près de Sartène. Dans la Taroque, à Saint-Bastien. Ok.